Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire de l'AFPA, l'Association pour la formation professionnelle des adultes. Et en fait, quand on se penche dessus, on ne parle pas juste d'un organisme de formation. C'est c'est un peu comme si on lisait l'histoire économique et sociale de la France depuis l'après-guerre. C'est vraiment le récit d'un géant, un colosse d'État qui a dû affronter la brutalité du marché, presque du jour au lendemain. C'est une image très juste. On va explorer ensemble cette trajectoire qui est fascinante, son ascension, son âge d'or, et puis la crise financière très profonde qui a failli tout emporter. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre comment un pilier de l'État a pu se retrouver comme ça au bord de la faillite. D'accord, alors pour bien comprendre, déconstruisons ça. Il faut commencer par le commencement. On remonte loin, en 1949. La France est en ruine. Ouais. Le besoin est immense et surtout il est urgent. C'est dans ce contexte que naît l'ancêtre de l'AFPA. Et sa mission est d'une simplicité presque biblique. On l'appelle la formation professionnelle rapide. Rapide, le mot est important. Essentielle. Il faut former des ouvriers et vite pour reconstruire le pays. Donc, on se concentre sur les secteurs prioritaires. Le bâtiment, la métallurgie. Et j'imagine que pendant les 30 Glorieuses, ce modèle, il explose. L'AFPA, qui prend ce nom officiellement en 1966, devient le bras armé de l'État pour l'emploi. Non. Totalement. C'est le bras armé de la politique industrielle. Elle forme massivement pour les grandes industries, l'automobile par exemple. Et c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, une période de promotion sociale incroyable. Un ascenseur social, comme on dit souvent. Absolument. La promesse était très concrète. Un ouvrier pouvait devenir technicien, contremaître, juste en passant par la FPA. Et qu'est-ce qui faisait que cette machine tournait si bien? Quel était le secret? Mais ce qui est fascinant ici, c'est ce modèle de quasi-monopole. Il faut bien s'imaginer, la FPA n'a aucun concurrent. Zéro. Elle est l'outil privilégié, l'outil unique de l'État. Et elle bénéficie d'un financement direct avec un flux constant de stagiaires. C'était un circuit fermé. Un monde parfait en quelque sorte, mais un monde qui reposait sur le plein emploi, j'imagine, que ça commence à se fissurer avec la fin du plein emploi dans les années 80-90. C'est exactement là que ça bascule. La mission, elle changeait. Il ne s'agit plus seulement de former pour des postes qui attendent à la sortie. De plus en plus, il s'agit de gérer le chômage de masse, l'exclusion. Ah oui, donc on passe d'un outil purement économique à un outil de politique sociale. Voilà. Et ce glissement, il est crucial. Parce qu'il prépare le terrain pour toutes les difficultés à venir. L'organisme commence à gérer des problématiques sociales qui sont, par nature, bien moins rentables et plus difficiles à mesurer. On arrive donc au cœur du problème. Ce colosse, il va être frappé par deux chocs majeurs. Oui, au début des années 2000. Le premier, c'est la décentralisation. La compétence de la formation professionnelle est transférée aux régions. Et là, pour l'AFPA, c'est un séisme. Un séisme. Elle perd son partenaire unique, l'État. Elle doit maintenant négocier avec une multitude de conseils régionaux avec des stratégies différentes. Mais le vrai point de bascule, le coup de grâce, il arrive un peu plus tard. Oui, le véritable tournant, c'est 2009. C'est la date clé. Sous la pression de l'Union européenne et de ses règles sur la concurrence, l'État français supprime la subvention directe qui assurait l'équilibre de l'AFPA. Concrètement, ça veut dire quoi? Du jour au lendemain, on lui coupe les vivres. C'est exactement ça. Du jour au lendemain, l'AFPA doit répondre à des appels d'offres, comme n'importe quel organisme de formation privée, Elle se retrouve en compétition directe. en compétition frontale. Alors que toute sa structure, toute sa culture, c'était celle d'un service public en monopole. Elle n'était absolument pas préparée. Pas du tout. Et ça soulève une question importante. Pourquoi cette transition a été si difficile, si douloureuse? Oui, pourquoi est-ce qu'elle a frôlé la faillite plusieurs fois depuis 2010? Qu'est-ce qui, au fond, ne fonctionnait plus? La réponse, elle se trouve dans des problèmes qui sont très profonds, très structurels, hérités de son passé glorieux. D'accord, alors analysons ces causes. La première, c'est son patrimoine immobilier, c'est ça? C'est plus spectaculaire. On a parlé d'un sac à dos immobilier. Un sac à dos, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle est propriétaire de campus entiers. Des hectares avec des ateliers industriels, des cantines et surtout des hébergements pour les stagiaires. L'entretien de ces bâtiments, qu'ils soient pleins ou à moitié vides, ça coûte une fortune. Pendant que le concurrent privé, lui, il loue juste quelques salles de classe. Précisément. Le concurrent n'a pas du tout ces coûts fixes qui sont écrasants. La FPA, elle, traîne ce patrimoine comme un boulet. Deuxième raison, j'imagine, une structure très lourde. Oui, c'est le syndrome du paquebot. L'AFPA a fonctionné comme une administration pendant des décennies.
l'agilité est très faible. Et ça, face à un marché du travail qui change tout le temps, c'est fatal. C'est fatal. Prenons un exemple. Le marché a soudainement besoin de plus de développeurs web et moins de maçons. Un petit centre privé, il peut changer son offre en 6 mois. Il recrute des formateurs, il loue des locaux et c'est parti. Voilà. Pour l'AFPA, avec ses formateurs en CDI, ses équipements lourds comme des grues, ça peut prendre des années. Et ça crée un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Cette rigidité mène à la troisième cause, la perte de part de marché. Les régions, qui financent, choisissent souvent des organismes moins chers, plus réactifs. Le chiffre d'affaires de l'AFPA chute. Mais ces charges colossales, elles, ne bougent pas. Il y a aussi un dernier point. Un détail qui paraît surprenant, mais qui a été stratégique. En 2010, les psychologues de l'AFPA, qui s'occupaient de l'orientation, Ont été transférés à Pôle emploi. c'est incroyable. C'est comme si on avait retiré le service qui recrute les clients pour le donner à quelqu'un d'autre. C'est exactement ça. Elle a perdu la capacité de choisir elle-même ses stagiaires, devenant totalement dépendante des prescriptions d'un autre organisme, à un coût très dur. Le tableau est vraiment sombre. Immobilier, lourdeur, perte de contrôle. La faillite semblait inévitable. Elle l'était. Face à ce risque de disparition, l'État a dû intervenir en urgence. En 2017, une décision politique forte est prise. L'AFPA est transformée en EPIC. Un établissement public à caractère industriel et commercial. En clair, l'État reprend le contrôle pour éviter le crash. C'est ça. Il pilote le sauvetage. Mais pourquoi la sauver à tout prix? Pourquoi ne pas simplement laisser le marché faire son œuvre? Ah, mais c'est une question essentielle. L'État ne pouvait pas la laisser tomber. Parce que l'AFPA est souvent la seule structure présente dans les zones rurales. Et surtout, elle est la seule à former les publics les plus éloignés de l'emploi, ceux que le secteur privé délaisse car ils ne sont pas jugés rentables. Elle conserve donc une mission de service public. Une mission essentielle, oui. Mais ce sauvetage a dû être douloureux. Il y a eu une restructuration très dure, non? Extrêmement dure. Entre 2018 et 2024, on a vu des milliers de suppressions de postes. Et la fermeture de dizaines de centres. Juste en 2019, c'est 38 centres qui ont été fermés. Oui, avec des conflits sociaux très importants. Et aujourd'hui, quelle est la nouvelle stratégie pour tenter de s'en sortir? Bien, pour tenter de s'en sortir, une nouvelle idée était mise en place. Le village de l'AFPA. La logique elle est assez maligne. C'est-à-dire? L'idée, c'est de se dire, puisque ces immenses centres sont sous-utilisés et coûtent une fortune, eh bien, ouvrons-les, transformons-les en tiers-lieux. On y accueille d'autres entreprises, des start-up, des associations. Pour partager les coûts, j'imagine. La cantine, la sécurité, l'entretien. C'est ça. On mutualise les coûts et on essaye de créer un écosystème autour de l'emploi. C'est une tentative de transformer le fardeau immobilier en un atout. D'accord. Donc, pour résumer, l'AFPA paie le prix d'une transition manquée. Le passage du modèle de monopole d'État, un monde confortable, à un modèle de marché concurrentiel, a été trop violent. C'est la synthèse parfaite. Ces problèmes durent depuis 15 ans car elles traînent ce qu'on a appelé un sac à dos immobilier et social. Il est beaucoup trop lourd pour être compétitive. Tout en devant assurer une mission de service public qui, elle, coûte cher et rapporte peu. C'est une équation quasi impossible à résoudre. Et cette nouvelle stratégie, des villages de l'AFPA, c'est une tentative de réponse? Oui, c'est une réponse aux défis actuels. Mais ça laisse une question en suspens pour la suite. Une grande question. En effet. Une institution qui a été conçue pour la formation de masse de l'ère industrielle. Est-ce qu'elle peut vraiment se muer en un pôle agile, adapté à l'économie de la connaissance et des services? Ou est-ce que son ADN, sa structure historique, l'empêcheront toujours de s'adapter assez vite? Au rythme du monde du travail moderne. La question reste ouverte.